Merci à Astellas de cette invitation et au modérateur d'avoir pensé à moi. Donc, mon rôle ici, enfin ce qu'on m'a demandé, c'est de vous donner un petit peu une overview de ce qu'est la transplantation en France. Donc, les trois quarts de cette présentation seront basés sur des chiffres qui sont issus du rapport de l'Agence de la biomédecine, le dernier rapport, celui qui est paru l'année dernière. Alors, vous voyez, ici, sur cette carte, on voit l'activité de prélèvement qui est partagée à peu près partout dans toute la France. Il y a quand même des zones blanches, hein, c'est comme pour les opérateurs téléphoniques, où il n'y a pas de centre de prélèvement. Alors, ça représente 186 sites en activité et c'est 55 donneurs recensés par million d'habitants chaque année. Et à peu près la moitié sont finalement prélevés. Et se développe depuis 2017 ce qu'on appelle le Maastricht 3, donc c'est-à-dire les prélèvements après limitation à l'accès aux thérapeutiques actives, qui se développent, et on en a fait un, nous, la semaine dernière, mais il y a déjà plusieurs centres qui en font régulièrement. Les donneurs vivants représentent aujourd'hui 24% des donneurs, donc un quart des donneurs. Ça ne représente pas un quart des greffes, puisque eux, ils donnent qu'un rein, forcément. Ça représente à peu près 16% des greffes rénales. Et là aussi, c'est en progression, et on devrait passer normalement, enfin c'est ce que veut le plan greffe de l'Agence de la biomédecine, de 500-600 à 1000 en 2021. Donc vous voyez le niveau de croissance, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui rêvent d'un tel taux de croissance. Donc ça, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué. Alors, vous voyez, c'est les prélèvements par type de donneur. Vous voyez que ça augmente régulièrement chaque année. Donc, la France prélève de plus en plus et c'est bien. Et vous voyez, ça, c'est les Maastricht 3, donc, qui sont apparus très, très légèrement en 2015, puis en 2016 qui se sont développés. Et en 2017, il y en a plus d'une centaine maintenant. Donc, c'est des modalités de prélèvement assez importantes. Alors, ceci étant, ces donneurs en mort encéphalique, ils vieillissent. Hein. Vous voyez que sur 15 ans, à peu près, ça a pris 15 ans, puisqu'on est passé d'un âge moyen de 41 ans à un âge moyen de 56-57 ans. Donc, c'est des donneurs plus âgés. Et vous voyez que la part des 65 ans est passée de 6-7% à 38% entre 2000 et 2016. Donc, des donneurs de plus en plus âgés. Mais c'est un peu normal, puisqu'on inscrit aussi des receveurs de plus en plus âgés. La transplantation, il ne faut pas imaginer ça comme quelque chose qui est réservé aux jeunes. C'est plus vrai du tout aujourd'hui. Hein, il nous arrive fréquemment, vous le verrez, de transplanter des patients qui ont plus de 65 ans et qui vont jusqu'à 80 ou 85 ans en transplantation rénale notamment. Alors, il y a quelque chose quand même qui ne change pas. C'est ici en vert le taux de non-prélèvement par opposition. Vous voyez qu'on a toujours un tiers de non-prélèvements qui sont liés à une opposition famille. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'arrive pas à modifier dans les mentalités. Alors, ça, c'était le prélèvement. L'activité de greffe, maintenant, vous la voyez, ici par organe. Clairement, ça s'est décalé, je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, quand je l'ai vu, c'était bon, mais bref, c'est pas grave. Ici, c'est le rein, ici, c'est le foie, en rouge, le cœur, et en bleu, ici, le poumon. Vous voyez que, et puis après, c'est les autres organes. Vous voyez ici que le rein, ça représente 3600 greffes, le foie 1300 et le cœur à peu près 500, le poumon à peu près 400. Donc c'est vraiment la transplantation rénale et la transplantation hépatique qui sont les deux greffes d'organes les plus fréquentes et de très loin en France. En termes d'incidence sur la liste d'attente, c'est-à-dire de nouveaux patients inscrits, vous voyez qu'il y a à peu près 5000 patients qui sont inscrits en rein chaque année, 1800 en foie chaque année. Donc c'est un peu moins, évidemment, pour les autres organes. Et du coup, quand vous voyez le gap qu'il y a entre l'activité de greffe et le nombre de nouveaux inscrits, ça vous explique qu'en prévalence, l'évolution du nombre d'inscrits est constamment croissante maintenant depuis 10 ans et même avant, et qu'il y a 13 000 patients qui sont en attente d'une greffe de rein en France et 1300 qui sont en attente d'une greffe hépatique. Donc vous voyez qu'au total, pour tous les organes, il y a 15 000 patients sur liste au 31 décembre 2017. Alors ça vous explique ce qu'on appelle, nous, la pénurie. Hein, vous voyez que, clairement, pour le rein, là, je vous ai mis que l'exemple du rein, mais c'est pareil à peu près dans le foie et dans les autres organes. Mais pour le rein, vous voyez qu'à 36 mois, dans les anciennes cohortes, si on reprend par exemple la cohorte 96-99, qui est en bleu continu, et les autres cohortes qui ont suivi après, vous aviez 70% de chances d'être transplanté à 3 ans après votre inscription. Aujourd'hui,
sur la cohorte la plus récente, eh bien vous êtes à 54% de chance d'être transplanté à 3 ans, probablement encore moins en 2018, puisque ça diminue régulièrement. Et en fait, si on regarde le nombre de candidats potentiels pour un rein prélevé, eh bien on a 5 candidats potentiels à chaque fois qu'on a un rein prélevé, donc une concurrence qui est assez rude entre les receveurs. Alors, les résultats ne sont pas mauvais du tout. Quand on regarde ici en cœur, par exemple, c'est 67% de survie à 5 ans et 54% de survie à 10 ans. Donc, finalement, c'est une thérapeutique qui marche relativement bien pour des patients qui sont extrêmement graves, puisqu'ils attendent une transplantation cardiaque. En foie, c'est encore mieux, 73% de survie à 5 ans et 62% de survie à 10 ans. Donc, et encore, ce sont des résultats ici qui datent d'il y a forcément 10 ans, des anciennes cohortes, et on sait que chaque année, les résultats ont tendance à s'améliorer. C'est ce que vous allez voir, par exemple, ici en survie greffon pour le rein. Alors, pour le rein, on distingue la survie greffon et la survie patient, ce qui n'est pas distingué dans les organes vitaux, bien évidemment, puisque là, la perte du greffon entraîne la perte du patient. Et donc, vous voyez qu'ici, à 5 ans, on est à 80% de survie greffon et à 10 ans, 65% de survie greffon. Mais j'attire votre attention sur une chose, c'est que si on regarde les cohortes, qui sont ici représentées en différentes couleurs, eh bien, vous voyez qu'on a une amélioration. Effectivement, on dit, bah voilà, c'est mieux sur les cohortes récentes. Mais vous voyez que cette amélioration, elle s'est faite ici. Elle s'est faite au moment de la survie de la première année. Et ça, c'est la disparition, entre guillemets, il n'a pas disparu complètement, mais c'est la réduction drastique avec les immunosuppresseurs dont on dispose du rejet aigu. En revanche, si vous regardez les pentes de perte de greffon au-delà de la première année, vous voyez qu'elles sont rigoureusement parallèles, voire même qu'elles se rejoignent à la fin. Donc finalement, on n'est pas bon sur ce qu'on appelle la dysfonction chronique du greffon et le rejet chronique. Et le vrai enjeu aujourd'hui, c'est ça, puisque là, on ne gagnera plus, on n'a quasiment plus de part de marché à prendre. En termes d'audience, on est au maximum. Quand vous avez 95% de réussite à 1 an, vous n'allez plus gagner grand-chose. Là où on doit gagner, c'est sur le long terme, et c'est ce qu'on ne sait pas encore faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que peut faire le pharmacien pour nous aider là-dedans? Alors, je voudrais juste revenir sur un travail qu'a fait Stéphanie Bellège avec les patients du service, donc en transplantation rénale. Et on a toujours un peu l'attention attirée par la variabilité des taux d'inhibiteurs de la calcineurin, donc de tacrolimus ou de cyclosporine, après la transplantation rénale, et notamment chez des patients où on ne modifie plus les doses et où, a priori, ces taux doivent être stables. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Un certain nombre de patients ont des taux éminemment variables. Donc, au départ, il y a 1400 patients qui ont été screenés, 455 ont pu être inclus dans l'étude, puis finalement, 408 ont pu être analysés parce que les données étaient complètes. Et on a séparé ces 408 patients en 2 groupes, selon le coefficient de variation des taux résiduels d'immunosuppresseurs, et en particulier de calcineurin. Et là-dessus, on a donc dichotomisé en 2 groupes, ceux dont le coefficient de variation était inférieur à 30%, on disait finalement c'est bien, le transplanteur est content, les taux sont stables, et puis ceux où il a plus de 30%, où là le transplanteur se dit mais qu'est-ce que fiche ce patient, comment il prend ses immunosuppresseurs, d'abord on l'accuse lui, c'est normal, plutôt que nous. Et puis, on a analysé les paramètres classiques, les caractéristiques démographiques, ce qu'ils prenaient comme traitement, comment ils étaient suivis dans le CHU, avec leur néphrologue de proximité, etc. Et puis, on leur a donné aussi des entretiens personnalisés avec le pharmacien qui leur remettait un auto-questionnaire. Donc, ces auto-questionnaires qui permettent d'évaluer notamment l'adhésion, mais aussi un certain nombre d'autres choses comme leur comportement, leurs croyances, etc. En se disant, s'il y a des grosses variations de taux résiduels, ça évoque des anomalies d'adhésion au traitement. Et donc, probablement, peut-être que ces questionnaires peuvent nous aider à dépister ces patients où il y aurait des anomalies. Et puis, le pharmacien revenait également vers le pharmacien d'officine pour voir s'il y avait des discordances entre ce que le patient déclarait comme traitement et puis ce qu'il y avait décrit sur l'ordonnance. Vous voyez que les auto-questionnaires, donc tout ce qui est validé dans l'adhésion thérapeutique, etc., aucun, on va aller vite, pas détailler ça, mais aucun ne permet d'être associé au coefficient de variation des anticalcineurines. Donc voilà, ils sont tous plus ou moins validés, tout le monde les utilise, mais en tout cas, quand on regarde dans la vraie vie ce que ça donne, il n'y en a aucun qui est associé à ça. En revanche, le seul truc qui va être associé finalement à la fin de cette étude à un coefficient de variation des taux résiduels d'inhibiteurs de la calcineurin élevé, c'est les discordances entre ce que le patient dit prendre
et ce que le pharmacien d'officine lui délivre ou ce qui est marqué sur son ordonnance. Donc là, il y a, à mon sens, un vrai rôle pour le pharmacien à ce niveau-là. Et ça doit être un rôle individuel. On peut pas, je ne pense pas qu'on puisse se fier à ces questionnaires. Moi, je me suis amusé à les remplir, ces auto-questionnaires. Clairement, c'est imbuvable, quoi. Enfin, je veux dire, il y a plein d'auto-questionnaires où même moi, je ne sais pas quoi mettre, quoi. Ou des fois, je me dis, ils m'ont posé 5 fois la même question. Enfin, ils sont bouchés ou... Bref. Donc voilà. Donc, le pharmacien, il doit bien avoir conscience qu'on a affaire à des patients particuliers. Comme beaucoup de patients chroniques, c'est des patients qui sont extrêmement suivis. Et probablement les transplanter encore plus que les autres. Les insuffisants rénaux, c'est les patients les plus suivis de la Terre par leurs spécialistes. Les hémodialysés, je vous rappelle que les néphrologues les voient 3 fois par semaine. Il n'y a même pas un généraliste qui voit ces malades 3 fois par semaine. Donc, c'est les patients les plus vus du monde, quoi. Et donc, quand ils sont transplantés, c'est pareil. Ils sont vus au moins 2 fois par semaine au début, puis ensuite, on espace les consultations, mais ils restent extrêmement suivis. Ils ont une prise en charge pluridisciplinaire. Donc ça, c'est bien. Tout le monde est content de la prise en charge pluridisciplinaire, mais c'est toujours très dur à gérer parce que chacun peut dire des choses différentes. Donc il faut faire très attention au discours, parce que là, les patients sont très rapidement, essayent très rapidement de vous mettre en porte-à-faux en disant « Oui, mais le cardiologue, il n'a pas dit ça. Oui, mais le dermatologue, il a dit autre chose. Oui, mais le pharmacien, il dit encore autre chose. » Et donc, soit ils sont perdus, soit ils deviennent un petit peu difficiles à gérer parce qu'on leur donne des messages différents. Ils sont plus ou moins éduqués. Alors, plus ou moins, ça c'est toujours difficile à savoir à quel niveau ils sont éduqués. Il y a des patients où vous avez l'impression qu'ils savent, et puis finalement, ils ne savent pas, mais il n'empêche qu'ils prennent bien leur traitement. Ou bien il y a des patients qui savent très bien et qui prennent mal leur traitement de façon intentionnelle. Donc c'est très difficile. Ce n'est pas le niveau d'éducation thérapeutique qui, à mon sens, fait l'adhésion du patient. Il y a nous, on dit toujours, il y a des patients qui sont... Voilà, on a l'impression qu'ils ne comprennent rien du tout. Et ben, n'empêche qu'ils prennent leur traitement de façon... Alors, il ne faut pas changer leurs habitudes, mais tout va bien, ils prennent leur traitement. Ils sont polymédiqués, ils prennent des tonnes de médicaments, donc il faudra bien faire attention, notamment aux interactions. Il faut garder à l'esprit que le médecin transplanteur, ça doit être leur référent. Nous, on leur dit, quand vous ne savez pas, quand vous avez un doute sur ce qu'on vous a prescrit, vous attendez, il n'y a pas d'urgence à le prendre, et puis vous nous téléphonez pour voir si c'est possible. Donc, vu ce que je vous ai montré juste avant, je pense que c'est important de vérifier ce que prend réellement le patient par rapport à son ordonnance. Il faut leur faire répéter leur traitement, il ne faut pas se contenter. Et quand nous, on renouvelle les ordonnances, moi, je leur demande ce qu'ils prennent. Je leur demande pas je leur renouvelle pas ce qui est écrit. Je ne fais pas du recopiage d'ordonnance. Je leur dis, ça, vous le prenez toujours, ça, vous le prenez toujours. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, etc. Il faut vraiment aller jusque-là. Est-ce que vous prenez quelque chose par vous-même? Parce qu'il faut faire extrêmement attention aux médecines douces, ce qu'on appelle les médecines douces. Eux, ils se disent bah, tout va bien. Alors, ils prennent des trucs pour booster leur défense immunitaire en hiver. Bon, je ne suis pas convaincu que ça marche super bien, mais n'empêche qu'il y a quand même une petite contradiction entre être sous immunosuppresseur pour ne pas rejeter son organe et puis prendre des médicaments pour booster son système immunitaire. Moi, ça m'a toujours un peu laissé rêveur. Et puis, il peut y avoir des interactions, et notamment, vous voyez ici, je ne savais même pas que ça existait, moi, ce truc-là, avant de préparer ça. J'en ai trouvé des images. C'est l'extrait de pépins de pamplemousse, d'huile de pamplemousse. Alors, le pamplemousse, ça intervient... Ça, je savais que ça interférait avec les anticalcinorines, mais je me disais je ne savais pas qu'on faisait de l'huile avec ça, mais bon, bref, on en fait. Donc, il ne faut pas qu'ils mangent ça. Il faut regarder s'il n'y a pas de pamplemousse. Et le processus éducatif, il doit être continu, puisque c'est des malades qui vont rester au long cours. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'avec un one-shot éducatif, on va y arriver. Il faut que régulièrement, on en rediscute avec eux, qu'on voit où ils en sont. Les événements de la vie fait que ça peut changer, qu'il peut se passer des choses, etc. Alors, ça, je l'ai mis parce que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est finalement, qu'est-ce qu'on fait en termes de substitution des génériques en immunosuppression? Parce qu'il y a des génériques qui sont arrivés. Pendant longtemps, nous, les transplanteurs, on était tranquilles, ça n'existait pas. Et puis, vous voyez que, par exemple, si on regarde dans le Vidal, aujourd'hui, il y a 12 génériques différents du mycophénolate mofétyle. Alors, clairement, j'ai regardé les prix aussi, parce que je suis allé jusque-là, j'ai poussé le vice jusqu'à regarder les tarifs. L'économie, elle est ridicule, quoi. Mais ridicule. C'est grotesque par rapport à l'économie que fait faire un transplanté à la société. Ça coûte beaucoup moins cher de greffer un malade que de le laisser en dialyse. Et donc là, l'économie, c'est grotesque. C'est de l'ordre de 50 €. Sur le traitement du mois, voilà, Mais bon, bref, ça existe, donc il faut faire attention. Il faut garder à l'esprit que c'est des médicaments à marge thérapeutique étroite. Ça, c'est les recommandations qu'on a produites sur le site de la Société francophone de transplantation, donc sur lesquelles les transplanteurs sont à peu près d'accord. Il y a un problème de bioéquivalence, parce qu'on dit toujours que ces génériques qui sont bioéquivalents par rapport à la molécule princeps,
mais moi je ne sais pas s'ils sont bioéquivalents entre eux, et notamment si le fait qu'il y ait 40% de variation d'AUC d'un générique à un autre, par exemple, ça ne peut pas poser des problèmes à un patient où on s'est amusé à régler. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré un truc où on faisait gaffe au coefficient de variation des anticalcineurines, qu'on trouvait que 30%, et c'est ce qui est à peu près donné dans la littérature, c'est beaucoup, et c'est peut-être un témoin de non-adhérence thérapeutique. Donc on va engueuler le patient quand il a un coefficient de variation d'anticalcineurine qui dépasse 30%, et puis on va lui dire, bah non, c'est pas grave, vous pouvez prendre votre générique qui va lui vous donner un coefficient de variation de 30% parce que vous aurez le générique 1 au mois de janvier, le 2 au mois de février, puis le 3 au mois de mars. Bref, ça va pas. Donc il faut pas substituer successivement un générique à un autre. Et de toute façon, le principe de base, c'est que s'il y a une substitution à faire, il faut que le médecin transplanteur en soit informé pour qu'on puisse organiser un suivi rapproché au moment où on va substituer. Et puis, il faut qu'à ce moment-là, le pharmacien puisse dire, bah ouais, d'accord, on a substitué, mais moi, je vais garder le même générique tout le temps. Je ne vais pas recommencer à resubstituer le mois suivant. Voilà, je suis désolé, j'ai juste dépassé, je pense, de 1 minute, mais je vous remercie de votre attention.